T'as vu ça? Apparemment, les stocks de pétrole seront bientôt à sec. Pas étonnant que ça coûte un bras de faire le plein. Mais attends, quand il n'y en aura vraiment presque plus, tu crois qu'on va le payer combien notre pétrole? Aujourd'hui, on va parler du prix du pétrole. Comment son prix est-il fixé? Qui le détermine? Comment va-t-il évoluer? On voit ça tout de suite ensemble, c'est parti! Allez, on commence avec un peu d'économie. Dans une économie régulée par l'offre et la demande, les prix fixés dépendent principalement de deux choses. La rareté, c'est-à-dire le degré de disponibilité de ce que l'on veut acheter, et la demande. Et voilà, je suis déjà perdu. Je suis sûr que tu vas comprendre. Si les consommateurs demandent un produit ou un service avec toujours la même intensité et que ce produit devient rare, le prix de vente va augmenter. Prenons tout de suite un exemple. Imagine que tu vives dans un pays où l'été a été trop sec. Quand il ne pleut pas assez, le blé ne pousse pas bien. L'offre de pain et de tous les autres dérivés du blé va alors diminuer. Pourtant, tu auras toujours besoin d'acheter ta baguette de pain tous les jours. La demande est constante. Le résultat de tout ça, c'est que tu vas devoir payer ton pain plus cher. Morale de l'histoire, il faut vachement de blé pour acheter du pain. C'est pas seulement une histoire de blé. En fait, on dit que le prix est indexé sur la demande. C'est-à-dire que le vendeur essaie de mettre en cohérence le prix avec les attentes des consommateurs. Si les attentes sont fortes parce qu'un produit est rare ou parce qu'il est vraiment bien, alors le vendeur sait très bien que même s'il augmente les prix, on lui achètera le produit. Bon, allez, comme d'habitude, on se regarde un petit graphique. Celui-ci concerne les biens de consommation courante comme les brosses à dents ou la baguette dont on parlait tout à l'heure. On voit que les prix suivent une courbe à pente négative. Ça veut dire que quand le prix augmente, les quantités vendues diminuent. Bah oui, si ta baguette coûte 15 €, tu vas peut-être penser à manger moins de pain ou à changer de boulangerie. Mais ce n'est pas le cas pour tous les produits. Pour certains produits de luxe, par exemple, plus le prix augmente, plus les ventes augmentent, comme on le voit sur le graphique. Pour ces produits souvent très chers, le prix témoigne certes de la qualité, mais aussi beaucoup de l'exclusivité. Attends. Il est en train de dire que plus c'est cher, plus on achète? Pour le luxe, oui, c'est souvent comme ça. Mais ça reste schématique, car à partir d'un certain prix, la demande se met à baisser même pour les produits haut de gamme. Chez Rolex, par exemple, les montres à plus de 100 000 € restent quand même rarement vendues. Bon, mais le luxe, c'est vraiment pas une généralité. Pour la plupart des produits, la demande diminue généralement dès que le prix augmente. Mais tu ne te demandes pas comment évolue cette relation entre la demande et le prix? Quelle est la sensibilité des consommateurs à une hausse ou à une baisse du prix d'un produit? Mathématiquement, quelle est la pente de cette courbe? Non, pas vraiment. Eh bien, je vais répondre quand même. La sensibilité des consommateurs à l'évolution des prix s'appelle l'élasticité prix. Ce qu'on mesure, c'est la pente de la courbe en une zone donnée. Et là, parfois, on va se rendre compte qu'une petite augmentation du prix fait chuter la demande et donc les ventes. A l'inverse, il arrive qu'une augmentation du prix, même importante, n'ait que peu d'impact sur les volumes de vente. Quelqu'un pourra me prévenir quand on parlera du pétrole? J'ai l'impression d'être en cours d'économie là. Oui, le pétrole, j'y viens tout de suite. Sache d'abord qu'il met 200 millions d'années à être produit. On pourrait dire qu'il est renouvelable, mais pas à l'échelle de temps de l'être humain. Tiens, je vais te faire une comparaison pour mieux comprendre. Aujourd'hui, c'est comme si on consommait en une seconde ce qui met une semaine à se renouveler. Tu es d'accord que pour maintenir les stocks, il faudrait consommer en une semaine ce qui met une semaine à se renouveler, et pas en une seconde. En gros, on vide le stock 600 000 fois plus vite qu'il le faudrait. Tout simplement. Alors non, le pétrole n'est pas renouvelable à notre échelle, et oui, les stocks diminuent tous les jours. Au-delà de ça, la consommation dans le monde ne fait qu'augmenter depuis 1950. La demande est croissante. Alors si on résume la situation du pétrole, le stock baisse et la demande augmente. Bon on n'a plus qu'à suivre la règle que j'ai évoquée au début alors. Comme ça, on verra comment est fixé le prix. Le produit est rare et la demande augmente constamment. Logiquement, le prix du pétrole doit donc monter constamment depuis 1950. C'est d'ailleurs ce qu'avait prédit Harold Hotelling, un statisticien et économiste américain. Il savait déjà que les stocks allaient diminuer et il avait prévu que le prix du pétrole allait forcément grimper. Pourtant, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Allez, regardons le tableau qui apparaît.
Il résume l'évolution du prix du pétrole au cours des 50 dernières années. Bon on s'attend à le voir grimper constamment, mais c'est pourtant pas du tout ce qui s'est passé. Au contraire, on voit des irrégularités très fortes qui ne correspondent en rien au modèle dont on vient de parler. Alors là, tiens-toi bien, devant cette hérésie économique imprévisible, une équipe de chercheurs a même brillamment conclu en 2017 « Les prix sont imprévisibles ». Merci beaucoup. Waouh! Et ils ont cherché longtemps pour trouver ça? Je n'en sais rien, mais on peut continuer de chercher ensemble. Pourquoi le prix du pétrole n'augmente pas alors que son stock diminue de jour en jour? Bon, je t'avoue qu'on a déjà des éléments de réponse. Pour le pétrole, le prix n'est pas fixé par l'acheteur, ni fixé par le vendeur. Il est soumis à la loi de l'offre et de la demande sur les marchés mondiaux. En fait, ce sont les investisseurs qui opèrent sur les marchés financiers qui fixent les prix. Et les caractéristiques des marchés financiers viennent un peu tordre le cou à notre logique. Ils sont caractérisés par deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas de tendance ou de régularité sur un marché financier. Sinon, les investisseurs feraient tous les mêmes investissements en même temps et gagneraient de l'argent sans prendre de risques. La deuxième, c'est qu'ils ont un mode de fonctionnement à court terme. Ils réalisent des millions d'actions d'achat-revente dans une journée. Tu comprends bien que ça ne laisse aucune place pour une pensée de long terme. Dans ces conditions, il est impossible d'indexer le prix sur la baisse du stock de pétrole. Tu vois, il n'y a aucun marché financier qui fait un investissement dans le pétrole basé sur le stock qu'il y aura dans 50 ans. Ouais, donc le prix du pétrole, c'est un peu du hasard. Pas vraiment du hasard, mais en tout cas, il se base sur une somme d'informations imprévisibles, un conflit politique, un nouveau dirigeant, la découverte d'un nouveau gisement. Le tout associé aux différentes interprétations des investisseurs. Et c'est ça qui donne la direction du prix du pétrole. Avant de te laisser, il me semble important de conclure en te disant que oui, les trajectoires de prix sont très aléatoires et que les prix sont imprévisibles à moyen et long terme. On dit que le prix du pétrole est volatile. Il y a quand même de quoi se poser des questions. Le stock de pétrole diminue, la demande augmente et le prix fait des cabrioles. Clairement, on peut dire que ce sont les investisseurs qui pilotent et qu'on se fiche complètement du stock. En fait, c'est l'ouverture du robinet, le débit, plutôt que la taille du réservoir qui compte. Et je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais moi, je trouve ça étrange. J'espère que ce numéro t'a permis de mieux cerner le pétrole et son prix, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.